Les vraies voix, The True Voices sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec Marion Paris et Nicolas Corato, David Corsero. Et vous, tiens, qui nous écoutez sur Sud Radio, vous considérez les Anglais comme des amis ou des ennemis? Vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300 pour en parler avec nous. Eh bien, un Britannique justement, Paul Thompson, bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Bon, vous êtes ici en ami évidemment hein, sur ce débat sur Sud Radio. Merci de votre invitation. Et vous êtes plus que bienvenu. Vous êtes vice-président de la section parisienne du Parti conservateur britannique. Le Parti conservateur britannique qui est en train de chercher à désigner la personne qui va succéder à Boris Johnson, le Premier ministre. Parlons de la favorite dans cette course, Liz Truss. On lui a posé la question comment se comporterait-elle à l'égard d'Emmanuel Macron et surtout comment appréhenderait-elle le président français, ami ou ennemi? Elle n'a pas voulu répondre. Emmanuel Macron sera jugé sur ses actes, selon qu'il sera amical ou inamical. Pour vous, Paul Thompson, vous ne savez pas non plus si la France sera un pays ami ou ennemi dans 6 mois? Je pense pas qu'il y a de doute là-dessus, ni dans mon esprit, c'est plus important, dans l'esprit de Liz Truss. Il faut bien avoir à l'esprit le contexte très précis. Il y a, comme vous l'avez dit, un contest en cours, une bataille pour savoir qui va l'emporter pour succéder comme Premier ministre à Boris Johnson. Donc il y a un enjeu absolument majeur. Et Liz Truss cultive, pas seulement pendant cette campagne, mais également pendant cette campagne, un style volontairement cassant, je dirais, et provocateur. Et il faut situer cette réponse qui a tout de la boutade et pas grand-chose de l'analyse politique de fond dans ce contexte, je dirais. Si je vous comprends bien, vous qui êtes évidemment un fin connaisseur des débats politiques de l'autre côté de la Manche, puisque c'est votre pays, la Grande-Bretagne, en période de campagne électorale, ça mange pas de pain de taper sur la France, quoi. Elle était devant un parterre de membres du Parti conservateur. C'est vrai que au Royaume-Uni, mais c'est un peu le cas en France aussi, on prend plaisir à taper sur le voisin d'outre-Manche de temps en temps, mais c'est un sujet que je contemple avec intérêt et amusement depuis un certain temps. Et je pense qu'il faut garder le sens de la mesure quand on évoque ce genre de choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet tout à fait significative entre les deux pays. Bien sûr, on va peut-être y arriver. Et on va justement y arriver, on va en parler, parce que c'est vrai que les contentieux existaient avant le Brexit, ils se multiplient depuis le Brexit. Quand je dis que ça ne mange pas de pain de taper sur la France quand on est en campagne en Angleterre, on pourrait dire le contraire aussi. Rappelez-vous Gérald Darmanin qui a tapé de manière absolument lamentable sur les supporters de Liverpool qui avaient tenté d'assister à la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, alors même qu'ils se sont retrouvés victimes d'agresseurs et de voleurs français. Nicolas Corato. Oui, peut-être une remarque. C'est vrai que Liz Truss, il faut rappeler le contexte, c'était une forme d'interview un peu hachée, mais elle était avec son concurrent et adversaire, Rishi Sunak, qui est l'ancien ministre de l'économie, qui lui, et conservateur également, qui lui n'a pas hésité une seule seconde à répondre ami en ce qui concerne Emmanuel Macron. Et donc il a perdu l'élection interne. Je comprends que peut-être qu'il perdra cette élection interne, mais je comprends aussi qu'on peut s'exprimer autrement que par provocation ou par électoralisme au sein de ce parti et faire preuve peut-être de responsabilité. Paul Thompson. Oui. Enfin, ce sont deux personnages qui cultivent des styles différents. Il y a eu une discussion intéressante dans The Economist la semaine dernière, justement sur leur styles différents et même si l'approche un peu cassante de Liz Truss est sur le fond, sur les questions politiques pour les économistes souvent assez aberrantes, ils ont reconnu néanmoins qu'elle a un peu le sens de la prise de risque et aussi de
de la victoire. C'est-à-dire qu'elle a peut-être bien analysé ce qu'il fallait faire pour emporter le morceau, et puisque c'est quelqu'un qui veut vraiment gagner, elle y va. Et sans trop de scrupules, et The Economist a fini avec sur une certaine note d'admiration en disant, mais finalement, c'est peut-être quelqu'un comme ça qu'il faut comme Premier ministre, même si sur telle ou telle politique, on peut ne pas être d'accord avec elle. En tout cas, elle a un sens politique, c'est ce que vous semblez dire, c'est ce que semble en avoir conclu The Economist. David Corsero. Écoutez, moi, tout ce que je peux dire, c'est que quand on veut un poste, on essaye de tout mettre de son côté pour essayer de l'avoir. Et je pense qu'on ne peut pas lui reprocher d'essayer essayer de convaincre un maximum les 200 000 militants qui vont la désigner. Vous auriez fait pire, quoi. Non, mais je trouve que c'est intéressant parce que vous l'avez bien résumé tout à l'heure, Nicolas. Dans le débat d'idées avec la personne qui l'opposait, il fallait marquer un style différent. Et puis, je trouve que c'est bien vu. Après, voilà, les vrais dossiers qui opposent la France et nos amis anglais, c'est la gestion d'après-Covid, la pêche, l'Irlande du Nord, et la gestion totalement différente entre Boris Johnson et Emmanuel Macron de la Russie. Ça, c'est un vrai sujet. Et je pense que sur ces 4 sujets-là, je pense qu'il n'y aura pas de problème à faire en sorte que nos amis anglais se retrouvent très souvent avec nous sur des compromis rapidement sur ces questions. N'oublions pas d'ailleurs nos amis écossais qui s'énervent à chaque fois qu'ils entendent leurs amis français les qualifier d'anglais, alors qu'on parle de tout, de tous les Britanniques. Marion Pariset. Oui, je voudrais reprendre sur une citation de Gaulle, puisque mon think tank est gaulliste. C'est les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et c'est un peu ce que nous rappelle Liz Truss à travers cette formule-là. J'y vois aussi un positionnement politique. Comme vous l'avez bien dit, c'est une façon de se différencier par rapport à Rishi Sunak qui avait pris la parole juste avant elle. Et puis, du coup, dans la même ligne, de pouvoir incarner ce volet-là qui est beaucoup plus dubitatif vis-à-vis des alliances avec les pays européens suite à au déroulement du Brexit. Faut pas oublier que finalement, même si ça reste un allié dans un certain nombre de circonstances et pour un certain nombre de domaines, aujourd'hui c'est aussi un compétiteur. Les Britanniques ne se gênent pas pour nous mettre en défaut dans certaines thématiques. On peut rappeler le AUKUS. C'était quand même les Britanniques qui faisaient partie du deal. Donc on n'est peut-être pas leurs amis, mais parfois on est leurs concurrents. Ils ne sont pas nécessairement les nôtres non plus. En tout cas, rassurez-vous un petit peu, Paul Thompson, vous qui nous écoutez, puisqu'on a posé la question à tous ceux qui nous suivent sur le Twitter de Sud Radio. Considérez-vous les Britanniques, le Royaume-Uni comme un ennemi ou un ami? Tous ceux qui sont abonnés à Sud Radio répondent ami à 63%. Ça fait quand même les 2/3 de la communauté des abonnés de Sud Radio. Parlons maintenant des différends, parce qu'ils sont sérieux et autant les mettre sur la table avec vous, Paul Thompson. Je le disais, ils se multiplient depuis le Brexit, et les intérêts de la France et de la Grande-Bretagne sont devenus divergents sur bien des points. Ça semble souligner et ça semble sous-entendre que nos relations ne seront pas amenées à s'améliorer dans les années qui suivent. Paul Thompson. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'analyse. Si on veut se situer pour commencer au niveau de la très grande politique, c'est-à-dire les stratégies des uns et des autres pour les 40 ans qui viennent, il y a des différences majeures, mais qui ne sont pas du tout nouvelles. Le Royaume-Uni bataille depuis 1943 pour un monde atlantique, enfin et en ce qui concerne l'Europe, une Europe atlantique, c'est-à-dire qui est tournée vers les États-Unis d'Amérique. Absolument, et où l'OTAN, l'alliance qui est au volant pour tout ce qui est question de sécurité, et ça reste vrai aujourd'hui. Et mais on fait tous partie de l'OTAN, Paul Thompson. La France fait partie de l'OTAN aujourd'hui, l'Allemagne fait partie de l'OTAN. Donc Brexit ou pas Brexit, ça ne change pas grand-chose. Il y a une perspective identique quand même sur le rôle de l'OTAN. Et comme vous savez, Emmanuel Macron a essayé
devrait, pour une identité et une réalité européenne de défense, il investit héroïquement beaucoup de capital politique d'ailleurs dans ce projet, malgré l'opposition des pays baltes, de la Pologne, malgré la tiédeur de l'Allemagne. Et donc il y a quand même une différence. De Gaulle voulait une Europe européenne, comprenant des rapports proches et constructifs avec la Russie. Et ça, c'est la hantise, le cauchemar absolu des Américains. Donc, sur ces questions, sur ce niveau-là, ben, c'est pas le seul niveau pertinent. Sur ce niveau-là, il y a quand même des différences d'orientation, et ce n'est pas du tout nouveau. Mais ça reste pertinent aujourd'hui, et on en retrouve l'écho dans l'affaire ukrainienne, très, très nettement. Oui. Ensuite, il y a un niveau en dessous, si je puis dire, qui concerne les politiques de sécurité pour les 5 ans qui viennent, ou les 10 ans qui viennent. Et à ce niveau-là, la France et le Royaume-Uni coopèrent de façon approfondie en matière de renseignement, de militaire, y compris sur des projets vraiment d'envergure. Ce sont les deux armées d'ailleurs et les deux marines qui sont les plus proches, et c'est l'armée britannique avec laquelle on a le plus de points communs, puisque les deux armées ont la même taille et la même puissance, ou presque. Nicolas Corato. Absolument. Oui, et on peut y ajouter l'antiterrorisme, sur lequel il y a une coopération à la fois très, très renforcée, très efficace d'ailleurs. Oui. Ça passe très bien à ce niveau-là, d'après tout ce que j'entends. Donc pour l'instant, ça demeure. C'est important d'avoir ça à l'esprit. Alors restez avec nous, Paul Thompson. Je le rappelle, vous êtes sur Sud Radio, d'abord vice-président de la section parisienne du Parti conservateur britannique. Et vous considérez le Royaume-Uni comme un ami ou un ennemi? C'est la question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio. Pour l'instant, vous répondez ami après des 2/3 d'entre vous. On se retrouve dans un instant, vous nous appelez, 0826 300 300. Les vraies voix sur Sud Radio, David Corsero, Marion Parizet. Nous sommes également avec Nicolas Corato. Nous parlons de la Grande-Bretagne sur Sud Radio, du Royaume-Uni plus précisément, puisqu'on y inclut évidemment l'Irlande du Nord. Est-ce que pour vous le Royaume-Uni est un ami ou un ennemi? Vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300. On est avec notre invité qui est Paul Thompson, vice-président de la section parisienne du Parti conservateur britannique. On revient plutôt sur le propos de la favorite pour être la prochaine première ministre britannique, Liz Truss, qui a dit qu'elle ne se prononcerait pas sur la question qu'on lui posait, qui revenait à lui demander si Emmanuel Macron était pour elle un ami ou un ennemi. Elle le jugera sur pièce. Est-ce que les relations entre la France et la Grande-Bretagne vont se dégrader ou peuvent-elles se réchauffer à cause du Brexit? 0826 300 300. On accueille tout de suite Philippe qui nous appelle de la Gironde. Bonjour à vous, Philippe. Oui, bonsoir. Ancien territoire britannique d'ailleurs, il y a 1000 ans, la Guyane. Ouais, exactement. De toute façon, historiquement, on a été beaucoup plus ennemis qu'amis. Ça fait que 150 ans, près de 200 ans, on va dire. Non, même pas. Donc, qu'on est amis. Moi, ce que je veux dire, c'est que je comprends ses propos. Ils sont pas démagogues. Ils ont choisi le Brexit. Clairement, quand on choisit le Brexit, on n'est pas un copain avec Macron. Au moins, elle joue carte sur table. Moi, je vais vous dire franchement, je dirais qu'on est les meilleurs ennemis du monde, si vous voulez. Mais je me méfie beaucoup moins des Anglais, que je respecte parce que ils ont toujours été eux-mêmes, et qui encore plus ils le sont maintenant, ils le sont restés, que des fameux amis qu'on a dans l'Union européenne, les Allemands, nos super amis allemands qui nous tirent dans les pattes, tirent l'arigot. Moi je me méfie, j'ai plus de respect, et je me méfie moins des Anglais que des Allemands, vous voyez. On a plein d'amis en Europe, alors là, dans l'Union européenne on a plein d'amis, mais en fait dès qu'il y a un problème, je veux dire, même nos meilleurs ennemis, c'est-à-dire les Anglais, quand il y a eu un problème, donc le plus gros problème qu'on a eu ces dernières années, c'était les 2 guerres mondiales, bizarrement, et ils étaient avec nous. Donc, moi, je vais vous dire franchement, les Anglais, ils sont ce qu'ils sont. Au moins, on les connaît, on sait comment ils réagissent, et pour moi, je pense que ils ont très bien fait de quitter l'Europe. Et je pense que, effectivement, tous ceux qui sont encore dans l'Europe sont leurs ennemis.
En tout cas, les intérêts ne sont pas les mêmes. Mais le message est passé. En tout cas, merci beaucoup, Philippe, de nous avoir appelé au 0826. Je peux rebondir là-dessus, juste brièvement. Oui. Bien sûr que vous allez rebondir, Paul Thompson, qui est avec nous sur Sud Radio. Merci à vous, Philippe. Simplement parce qu'il y a un point important qui ressort du propos de cette personne, à savoir que dans la perception outre-Manche de l'action d'Emmanuel Macron, il y a ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui en veut beaucoup au Royaume-Uni, justement pour le Brexit, et qui donc a eu comme parti pris, mais assez ouvert d'ailleurs, de mettre les bâtons dans les roues pour les Britanniques de toutes les manières possibles et imaginables en rapport avec le Brexit. Une volonté d'Emmanuel Macron de punir pour vous le Royaume-Uni depuis le Brexit. Oui, et ça, honnêtement, je pense que c'est tout à fait exact. Mais Emmanuel Macron ne s'en cache pas vraiment, d'ailleurs, parce qu'il a dit, comme d'autres, qu'il regrettait certainement, très sincèrement, que le Royaume-Uni quitte le navire, étant très pro-européen lui-même. C'est vrai que c'était un sacré coup, si je puis m'exprimer ainsi, pour le projet avec un P majuscule, le projet européen. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une sorte de friction. Et après, ceci dit, vous dites... Néanmoins, je ne pense pas qu'on puisse ou qu'il serait juste de conclure que plus généralement, la relation entre la France et le Royaume-Uni est appelé à se dégrader. Mais pourtant, on assiste quand même à des choses qui ne sont pas anodines. Paul Thompson, par exemple, vous dites, bon, le gouvernement a été accusé, c'est vrai, le gouvernement français a été accusé de vouloir punir les Britanniques après le Brexit. Mais qui, par exemple, ne veut pas appliquer l'accord sur le Brexit qui a été négocié et signé par le Royaume-Uni et l'Union européenne? C'est quand même le gouvernement britannique. Paul Thompson. Il y a des... non, il y a un sujet du point de vue de... J'établis une analogie qui ne passe pas très bien parmi mes amis français en général, mais je pense qu'elle est valable néanmoins. La France, au moment de l'adoption des statuts de la BCE, a donné sa bénédiction à la notion d'une indépendance de la Banque centrale européenne. En fait, la France n'a jamais été d'accord avec ce principe et elle a tout fait par la suite de le subrepticement ou moins subrepticement l'affaiblir progressivement. Et je pense que il y a eu quelque chose de similaire en ce qui concerne la question de l'Irlande du Nord. Le point de vue du gouvernement britannique, c'est qu'il faut que l'accord sur le retrait du Royaume-Uni soit gérable. Il faut que ça puisse fonctionner. Et pour l'instant, ce qui a été signé, ce que disent les Britanniques, ça ne fonctionne simplement pas, et que donc il est impératif d'y porter remède. Et en tout cas, c'est la raison pour laquelle, justement, il y a un énorme contentieux entre la France et la Grande-Bretagne, ou plutôt entre l'Union européenne, pour l'instant, et la Grande-Bretagne. David Corsero ? Moi, j'avais une petite question à vous poser. J'ai pu lire quelques articles qui disent que la future Premier ministre serait très proche de nos amis du continent asiatique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, si vous en savez quelque chose ? De Liz Truss? Liz Truss? Oui. Je ne suis pas sûr de quoi vous... Ce que vous demande David Corsero, c'est si Liz Truss, si elle devient Première ministre, souhaite approfondir les relations entre le Royaume-Uni, par exemple, et les pays d'Asie, choisir après tout, pourquoi pas, le grand large d'ailleurs, plutôt que les relations économiques avec l'Europe. Mais excuse-moi, justement, l'un n'exclut pas l'autre. Oui, elle a été très active juste très brièvement, comme ministre du commerce international. Et maintenant, je comprends votre question.
Oui, absolument. Mais ça, c'est une idée qui est largement répandue au sein du Parti conservateur et au sein des milieux économiques britanniques. Le Royaume-Uni a des liens, y compris capitalistiques, c'est-à-dire par le biais de l'investissement direct très important aux États-Unis, mais aussi en Chine. HSBC, c'est une des plus grosses banques européennes, est une banque qui est très solidement ancrée en Asie. Standard Chartered, c'est une autre très grande banque anglaise, c'est absolument pareil. Il y a un passé d'implantation, en tout cas de grandes entreprises britanniques, notamment en Asie. Après, ceci dit, tiens, Liz Truss a répondu à une question sur ce sujet, notamment sur le fait qu'il faudrait peut-être construire de nouvelles centrales nucléaires au Royaume-Uni. Elle a déploré le fait que l'expertise industrielle britannique a été perdue avec le temps. Et elle a ajouté, s'il faut choisir entre dépendre de la France ou de la Chine pour construire des centrales nucléaires, je préférerais toujours dépendre de la France. Ça, c'est ce qu'elle a dit. C'est aussi pour tempérer son propos du début. Après, si elle veut que des centrales nucléaires soient construites rapidement, peut-être qu'elle a intérêt à préférer la Chine, vu ce qui se passe en ce moment en France. Malheureusement, Marion Parizet. Oui, non, mais je voulais revenir sur pourquoi la France a été si dure envers le Royaume-Uni après le Brexit. Il y a un peu un double effet. Il y avait l'effet sanction sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, parce que de facto toute l'Union européenne voulait que le Brexit soit en échec pour le Royaume-Uni, ce qui pour le moment n'est pas plutôt logique d'ailleurs. Voilà, ce qui était tout à fait logique vu l'antagonisme auquel on était arrivé. Mais il y a aussi un point en plus, c'est que dans l'Union européenne, en fait, le Royaume-Uni servait de troisième homme pour éviter de se retrouver dans le face-à-face franco-allemand où la France est malheureusement le plus souvent perdante. Et le Royaume-Uni permettait d'avoir un troisième homme qui est rentré dans le jeu et de pouvoir faire contrepoids sur des sujets qui nous étaient chers. C'est la raison pour laquelle il vous manque. Aujourd'hui, je pense qu'il manque un peu dans l'Union européenne à ce niveau-là. Et c'est peut-être pour ça aussi que Macron a été aussi dur. Mais ça reste sur plein de dossiers un partenaire indispensable. Mais justement, il y a des domaines où on se demande si c'est un partenaire ou un compétiteur. Nicolas Corato. Oui, on se souvient d'ailleurs que sur cette négociation du Brexit, il y avait une autre voie en Europe qui était beaucoup plus arrangeante que celle d'Emmanuel Macron, qui est celle d'Angela Merkel, et qu'il y avait une division du couple franco-allemand sur la position à adopter vis-à-vis du Brexit. Et que finalement, c'est quand même la position d'Emmanuel Macron qui l'a plus ou moins, voire plus que moins emporté, et peut-être ce qui explique sa mauvaise réputation outre-Manche. Donc ça, il faut... Avec une certaine logique, qui on peut revenir au fond quand même du sujet, toute l'Union européenne était plutôt hostile par principe au Brexit. Le Brexit se fait, il faut l'appliquer démocratiquement. Ensuite, vous avez une négociation pour faire en sorte que le Grande-Bretagne quitte l'Union européenne. Selon ce qu'on négocie, ce départ se passe de manière douloureuse ou se passe de manière heureuse. Imaginez que chacun des gouvernements à l'intérieur de l'Union européenne voit un pays britannique qui est absolument florissant parce qu'on a signé des cadeaux lors de l'accord du Brexit. Eh bien, tous les souverainistes aussi en Europe vont dire la même chose. Regardez, on est mieux dehors que dedans. Oui. Et c'est une forme d'impensé aujourd'hui dans le débat public français que de faire la synthèse et le bilan, provisoire certes, du Brexit. Parce qu'on a peur finalement de ce qu'on va trouver. C'est vrai qu'en apparence, il y a beaucoup de contraintes qui pèsent sur les Britanniques, de nouvelles contraintes qui pèsent sur les Britanniques. On a vu les files de voitures à l'entrée, etc. Mais il y a aussi économiquement des choses qui se passent, des accords industriels, des accords stratégiques qui se nouent entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, dans le dos de l'Europe. Donc oui, il y a aussi une dynamique post-Brexit qui peut être favorable à l'économie anglaise et qui peut porter ses fruits. Pour l'instant, on aurait envie de dire que le bilan est globalement négatif. Mais rien ne dit qu'il ne devienne pas globalement positif. Attention d'ailleurs à ce fameux accord entre le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie sur les sous-marins qui avait remplacé le contrat sur les sous-marins français. Parce qu'a priori, les Australiens ne sont pas sûrs du tout de pouvoir se faire livrer un jour ces sous-marins par les États-Unis qui ont malheureusement aujourd'hui d'autres priorités, notamment du fait de la guerre en Ukraine. Merci à notre invité, Paul Thomson, d'être intervenu sur Sud Radio. Merci de votre invitation. Et quittons-nous bons amis quand même, malgré tout. Vice-président de la section parisienne du Parti conservateur britannique, on vous posait cette question. Le Royaume-Uni, pour vous, ami ou ennemi? Vous répondez ami à plus de 60% d'entre vous. Vous voyez quand même, la Manche, ça se traverse rapidement. Chers amis, restez avec nous. Les Vraies Voix Sud Radio reviennent dans quelques minutes, juste après les informations de 18h. Nous allons parler de l'Algérie. Tiens, un autre pays avec lequel la France entretient des relations contrastées que Emmanuel Macron essaye de
réchauffe et il récuse toute repentance. C'est quoi la repentance? On va en parler à 18h15 et on va retrouver aussi le tour de table de nos vraies voix. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio.